Pour la première fois de ma carrière, j'ai été invité dans un podcast pour parler spécifiquement du sujet de l'argent. Et comme peu de créateurs, peu de vidéastes osent aborder publiquement ce sujet, et comme je considère que ce sujet est important, je vais partager avec vous quelques extraits de cette conversation. Vous allez voir que ma relation à l'argent avait mal débuté et qu'elle aurait pu mal tourner. Le premier rapport que j'ai eu à l'argent au collège, je dirais que c'était l'argent comme un outil de frime. Alors pourquoi? Parce que assez rapidement, avec des potes, j'ai développé un premier business. J'ai un peu honte parce que c'est complètement illégal. Mon premier business, c'était qu'on allait le samedi à Auchan pour voler des CD de titres. Donc on allait à Auchan, on volait des CD de titres et on les revendait à moitié prix aux gens de la classe. Et donc ça voulait dire que c'est la honte. Enfin, j'ai vendu des trucs bien enfin j'ai volé des trucs bien pires que ça parce qu'au bout d'un moment, les gens faisaient une liste parce qu'ils savaient qu'on allait voler des trucs et donc ils nous faisaient des listes de mangas, de machins qu'il fallait voler, des parfums, j'ai même volé un défriseur à cheveux, enfin je savais même pas ce que c'était, etc. Donc on avait un petit business où on volait des trucs et on les revendait à moitié prix aux gens de la classe. Et donc, ça voulait dire qu'on avait un peu de thunes pour faire ce que les autres ne pouvaient pas faire. Donc, ça voulait dire qu'on pouvait se faire une après-midi, sandwich grec, film au cinéma, etc. Donc, on pouvait frimer. L'apogée de cette période argent comme outil de frime, c'est un jour, on a des amis qui ont organisé une boom et on a dit, on s'occupe de tout. On va vous mettre bien, on s'occupe de tout. Et on a tout volé. C'est-à-dire qu'on a volé la musique, on a volé les appareils pour jouer la musique, on a volé l'alcool, les snacks, on a volé les cadeaux pour la personne qui organisait la soirée, on a même volé des stroboscopes. Et donc, on était un petit peu les kings de cette soirée. Et donc, fort de cette audace, je fais un slow avec la fille qui me plaisait énormément à l'époque. Et j'essaie de l'embrasser et elle me dit ce qu'on veut absolument pas entendre dans ce contexte-là. Elle me dit, écoute Victor, je t'aime beaucoup, mais je dois réfléchir. Pourquoi est-ce qu'elle devait réfléchir? Parce que elle était à fond sur un mec qui était plus vieux, qui avait un scooter et qui avait un business plus stable et plus rentable, vu qu'il vendait du shit. Et si C'est tu veux, là, je me génial. suis dit, je peux pas être en compétition. Je peux pas être en compétition. Le business de vente de shit, je l'ai pas longtemps exploré parce que autant les vendeurs au détail, c'était des gens cool, tu pouvais passer des soirées avec. Autant les vendeurs en gros, c'était un autre milieu. C'était un autre milieu. Donc ça a été mon premier rapport à l'argent. C'était un outil qui permettait de se la raconter parce que on avait trouvé avec des copains une combine pour avoir un peu d'argent à une époque où les autres n'en avaient pas. Le deuxième temps qu'il y a eu dans mon rapport à l'argent, c'est l'argent comme un outil de fierté. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti de Mantes-la-Jolie pour aller à la Sorbonne, donc en histoire. Et là, j'étais entouré de gens qui me prenaient un peu pour un paysan, on n'était pas du tout du même milieu social. Et là, à côté de mon travail à l'université, j'avais un petit job qui me permettait de financer mon loyer, etc., qui était un job qui était super sympa où je donnais des cours du soir à des élèves de niveau CP qui étaient de milieux non francophones. Et donc, je leur lisais des histoires, je leur permettais de s'approprier le français, de faire des devoirs avec eux, etc., des choses que leurs parents ne pouvaient pas faire. Et donc, en fait, ce qui était intéressant, et c'est pour ça que l'argent était pour moi un outil de fierté, c'est que le fait de bosser tous les soirs, alors que mes camarades de classe étaient plutôt allés boire des verres et faire la fête, ça m'a pas empêché de cartonner mes examens. Donc j'étais super fier de ça. J'étais super fier d'un côté de bosser et d'un autre côté de pouvoir assurer également au niveau universitaire. Ce rapport de l'argent comme outil de fierté, ça m'a accompagné jusqu'à la période où j'ai fait mon doctorat et à la période où, à un moment, j'étais parti pour une carrière universitaire et j'ai eu besoin de me réinventer. J'ai eu besoin de me réinventer, donc du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans salaire, sans droit au chômage parce que j'étais complètement nul en matière d'administration, de trucs, de démarches, etc. Et là, l'argent, c'est devenu un outil de sécurité où je me suis dit, mais en fait, tu as un besoin vital d'argent pour te mettre à l'abri et pour mettre ta famille à l'abri. Et c'est ça qui m'a motivé vraiment au début de ma carrière entrepreneuriale, c'est plus jamais de ta vie, tu te retrouves dans une situation
où ton avenir financier dépend d'autres personnes. Parce que dans le monde universitaire, c'est ça. Tu vas avoir de l'argent si une commission décide que tu as le droit d'en avoir. Tu veux dire quelque chose? Non, non, j'étais en train de réfléchir et je vais te laisser continuer ton propos, mais ce que je remarque, et on verra si ça se confirme par la suite, c'est qu'au final, ton rapport à l'argent, il a évolué de façon inverse à la pyramide de Maslow. Ouais, peut-être. Puisque tu étais au début complètement dans la représentation de toi dans le groupe Ouais. et que tu es descendu de plus en plus vers les besoins de sécurité. Mm. Et je suis sûr que tu vas nous l'expliquer après, que après tu es remonté à l'opposé de cette pyramide. Ouais, c'est très bien vu. C'est très bien vu. T'as tout à fait raison. Donc, outil de sécurité, ça m'a effectivement accompagné pendant un moment parce que j'ai eu Ouais. cette période où je me suis retrouvé, ouais, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si je vais pouvoir payer le loyer, etc. Donc, outil de sécurité. Et donc, j'ai eu besoin comme ça, mais ça m'a motivé en fait. Ça m'a Mhm. motivé à me battre, à créer mon truc, à créer une entreprise qui finalement a marché. Et c'est là, mais ça, je l'ai jamais vraiment perdu, hein. Et donc, le côté argent comme outil de sécurité, c'est pour ça, par exemple, aussi que ma stratégie d'investissement, et on pourra parler d'investissement, j'ai opté pour une des stratégies les plus sûres, à savoir ETF et dividendes. Parce Mhm. que cette idée d'avoir un revenu passif qui continue de tourner, même si j'ai des problèmes, etc., pour moi, c'est très important. Quatrième étape, c'est devenu un outil de mesure. À un moment, en fait, l'argent, ça devient les points que tu Ouais. gagnes pour évaluer ce que tu es capable de créer dans la vraie vie. Et ça m'a Mhm. beaucoup aidé parce que j'ai une forte tendance à l'addiction. J'aurais pu devenir une espèce de geek des jeux vidéo. J'adore le fait voilà, de poncer un truc pour marquer des points. Et j'ai eu la chance, en fait, de passer assez rapidement je marque des points enfin, je fais grandir un personnage dans un jeu RPG, etc., à je veux avoir plus de vues sur mes vidéos, je veux avoir plus de likes, je veux avoir plus de commentaires, jusqu'à je veux avoir plus d'argent quand je vends mes produits. Donc ça, c'est une phase, je suis encore là-dedans. Je trouve ça très motivant, très stimulant, très agréable de pouvoir optimiser ça, de pouvoir optimiser les points qu'on gagne dans la vraie vie, à savoir l'argent. Et puis finalement, et ça c'est l'étape où j'en suis aujourd'hui, et c'est là qu'on rejoint l'observation que tu as faite sur la pyramide de Maslow, c'est que j'en suis à un stade où j'utilise de plus en plus l'argent comme un outil d'action. Donc c'est pour ça que le dernier format que j'ai créé sur ma chaîne YouTube qui s'appelle le drama productif, on pourra en parler, c'est un format où je réponds à mes trolls et à mes haters. J'utilise une partie de l'argent que je gagne en monétisant les vidéos, je leur réponds pour investir. Et l'autre partie, je l'utilise pour pouvoir financer des projets qui vont dans le bon sens. Parce que plus ça va, plus je me dis qu'avoir des convictions, c'est bien gentil, mais au bout d'un moment, il faut avoir des leviers financiers pour porter ces convictions. Et donc ça, c'est aujourd'hui une chose qui me motive à gagner toujours plus d'argent, c'est cette idée que je vais pouvoir façonner un petit peu le monde dans une direction que je trouve positive contribuant au financement de belles initiatives. Donc c'est ça que je voulais te partager avec toi. C'est ces 5 temps que j'ai identifiés dans mon rapport à l'argent. La façon dont tu as abordé l'argent au tout début de ta vie, finalement, ton premier temps, aurait pu, si ça s'était peut-être passé un peu différemment, un peu mieux, de façon un peu plus facile encore, etc., aurait pu te mettre dans une situation où tu n'aurais pas été capable de tout ce que tu as fait derrière aujourd'hui. Mais très vite, dans ton temps 2, tu as reswitché en comprenant finalement la réalité du monde, la réalité de l'argent, qu'on soit d'accord avec ou pas, qu'on aime ou pas, c'est un autre sujet, mais juste les choses sont comme ça, le paradigme du monde actuel est ce qu'il est dans le monde capitaliste. Comment je fais, moi, pour m'en sortir dans ce monde-là? Mm. Et d'abord, tu as compris que en travaillant, tu arrives à avoir ce que tu voulais. Ensuite, en apprenant, ça facilitait ce que tu voulais. Et ensuite, finalement, en prenant en main les choses et en prenant la pleine responsabilité, tu pouvais en plus créer complètement ce que tu voulais, quand tu le voulais, comme tu le voulais. Mhm. Et ça indiquait un rapport à l'argent que peu de gens que je rencontre quand même aujourd'hui, où c'est un outil que tu utilises. Et Mhm. c'est pas quelque chose que tu cherches à obtenir. Tu ne cherches pas à avoir les bonnes grâces de l'argent. Tu ne cherches pas à ce qu'on t'en donne plus. Tu te dis comment j'en fabrique et comment je m'en sers. Mhm. Et c'est pas pour autant qu'on dit toujours que l'argent est un très bon esclave, mais un très mauvais maître. Et je trouve que tu l'illustres particulièrement bien. Et on voit pas ça assez souvent. Cette compréhension de l'argent n'est pas une résultante du travail. L'argent est une résultante dans le monde entrepreneurial des problèmes qu'on résout. Et Mhm. en fait, si je suis capable de résoudre soit de plus gros problèmes, soit pour plus de gens, je reçois plus d'argent. Qu'est-ce que j'en fais ensuite? Mhm.
Tout à fait. Mais c'est normal en fait, parce que pour la majorité des gens, c'est très très difficile de dépasser le stade de la survie, de passer le stade où l'argent, c'est juste quelque chose on a l'impression de jamais en avoir assez, on étouffe. Et c'est pour ça d'ailleurs que le discours entrepreneurial est si mal perçu. Qu'il est très mal reçu, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai une matière absolument sans fin pour alimenter mon format du drama productif. C'est que quand on dit aux gens, mais en fait, l'argent, vous pouvez en créer. Si on ne s'est pas retrouvé dans une situation où on était obligé de le faire, on n'arrive pas à ce stade. On n'arrive pas à ce stade. Donc, je ne sais pas où en sont les entrepreneurs avec lesquels tu parles, mais je pense qu'on devient entrepreneur à un moment où on passe proche de... Enfin, c'est comme le super guerrier, quoi. C'est un moment où on est très proche de la fin de tout. Et il y a quelque chose qui se fait où on se dit, mais non, mais en fait, c'est ça qui est beau. Je vais me battre jusqu'au bout, je vais être capable de créer de l'argent, et plus jamais je me retrouve dans une situation où j'ai pas mon destin entre mes mains. Pourtant, vous n'allez pas m'entendre faire des discours de développement personnel du type « il faut casser vos croyances limitantes sur l'argent ». Je sais que dans le monde du coaching, on va parler de croyances limitantes, tu vois. Mhm. Et j'ai réfléchi en fait à ce terme, et je voudrais te faire une proposition. Je pense que ça vaut le coup assez souvent de remplacer croyances limitantes par sagesse populaire. Mhm. Parce que, en fait, les croyances qu'on a, elles viennent pas de nulle part. Ouais. Elles viennent du fait qu'on est censé quand même, pour avoir une vie équilibrée, être un membre fiable au sein de la communauté. Et je pense que quand on dit aux gens, non, mais regarde, casse ta croyance limitante, il y a toujours un risque de l'isoler du reste de la communauté. Il y a toujours un risque d'en faire quelqu'un qui cesse d'apparaître comme une personne fiable et acceptable par le reste du groupe. Et donc, le côté, appeler ça sagesse populaire, ça, c'est intérêt que, évidemment, peut-être que tu vas t'en défaire de cette croyance, peut-être que tu as intérêt à te défaire de cette croyance, mais il faut toujours regarder le revers de la médaille. Et le revers de la médaille, c'est que peut-être que tu vas aller à l'encontre d'une sagesse qui s'est sédimentée sur le temps long pour faire de nous des animaux sociaux acceptables par le groupe. Mhm. Je suis complètement d'accord avec ça. Et je vais te partager une courte discussion que j'avais eue avec une personne qui va devenir bientôt cliente chez nous dans nos formations, Mhm. et qui est à la base qui a un bagage universitaire, Mhm. plutôt proche du tien. Et elle m'expliquait que pour elle, faire des études, dépenser de l'argent dans des études, devenir multi-doctorante, etc., c'était pas du tout un problème, mais qu'elle avait un blocage sur le fait que elle, c'était une femme universitaire intelligente, mais qu'elle gagnerait jamais d'argent. Je creuse un petit peu avec elle pourquoi. Il se trouve que derrière, il y a déjà une croyance personnelle, transmise probablement par sa famille, que les femmes ne gagnent pas d'argent. Mhm. Et je creuse un peu plus loin et je lui dis, OK, et si tu en gagnais, qu'est-ce qu'il se passe? Il fait, et si tu en gagnais facilement? C'est pas juste pour mon frère, pour mon père, qui vont travailler dur toute leur vie, ça Mhm. leur enlève leur rôle d'homme, ça leur enlève leur place, ça leur met la honte. Et là, on voit, tu vois, tout ce qui est en train de se jouer en dessous et qui peut empêcher cette personne de gagner de l'argent dans la vie, c'est qu'elle est persuadée que ça diminue les personnes qui sont autour d'elle, qui, elles, n'ont pas réussi à faire ça, si elle y arrive, et qu'en plus de ça, ça va la séparer de ces personnes-là, et qu'elle va Mhm. donc moins les aimer parce qu'ils sont trop différents, qu'ils n'auront rien compris, et qu'il y a un gap de compréhension du monde qui se crée, et qui t'éloigne des gens que tu aimes. Et ça, c'est un Mhm. truc que moi, j'observe très, très, très souvent chez mes clients, où ils s'interdisent le succès, ils s'interdisent même l'idée du succès, parce que ça les sépare trop du groupe qu'ils aiment, et c'est pas qu'ils ont peur d'être rejetés, ils ont peur de rejeter eux-mêmes le groupe. Mhm. Et ça, c'est ancré dans notre ADN, c'est ancré dans notre génétique, en fait. La peur primaire d'être ostracisé du groupe et de mourir de faim, elle est ancrée depuis l'époque préhistorique, et vu que le cerveau, il n'a pas tellement évolué, c'est des croyances et des pensées qui viennent de la société et du groupe, comme tu l'as justement souligné, qui sont très difficiles à enlever, parce qu'il ne faut pas les casser, il faut les réécrire pour permettre à la personne de s'élever, de grandir, mais sans sortir du groupe si elle ne le souhaite Mhm. pas. Lorsque j'ai commencé à investir, j'ai eu vraiment l'impression de sortir du groupe parce que personne dans mon milieu n'investissait, personne ne pensait que c'était utile, personne ne pensait même que c'était rentable, tout le monde pensait que c'était le casino. Et ça, c'est bien dommage, parce que je me rends compte aujourd'hui que si j'avais eu connaissance de ce qu'était l'investissement au même moment où j'ai commencé à gagner de l'argent, j'aurais eu une vie beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que je partage avec vous mon aventure dans l'investissement,
pour que vous sachiez que ça existe, pour que vous voyez un petit peu comment ça marche, pour que vous voyez comment se comporte un portefeuille quand les marchés montent, quand les marchés baissent, pour que vous voyez ce que c'est qu'un comportement vertueux d'investissement, à savoir investir régulièrement et investir de façon diversifiée. Et je pense que partager mon expérience là-dedans avec vous est d'autant plus important que l'ignorance financière fait des ravages en France. Et pour joindre le geste à la parole, j'ai décidé d'adopter un nouveau comportement vertueux. Je vais, à partir de maintenant, en complément des revenus que je génère grâce à la playlist du Drama Productif, investir 50 € par semaine dans 7 ETF. Il s'agit donc d'un fonds qui investit dans des entreprises à l'échelle mondiale qui versent de hauts dividendes. C'est donc un fonds qui nous permet d'être diversifiés, c'est un fonds qui a un bon rendement, c'est donc un fonds qui historiquement a concilié une belle appréciation du capital avec un très bon rendement. Et en investissant dedans une fois par semaine pendant 10 ans, eh bien je voudrais faire une expérience pour vous montrer comment est-ce qu'on peut progressivement petit à petit atteindre la liberté financière. Bien sûr, rien de ce que je vous dis ne constitue un conseil d'investissement, c'est juste un partage d'expérience. Et si ça vous dit de me rejoindre dans cette aventure de l'investissement, vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous pourrez commencer à investir en bénéficiant d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. Et voilà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, je vous dis à très bientôt dans de prochains contenus, et d'ici là, que le bonheur et la prospérité veillent sur vous.